La France répudiera sans regret les miasmes de ce qu'on appelle la France-Afrique et qui déshonore non pas les Africains, mais tous ceux qui s'accommodent de la corruption en Afrique, au point même, si l'on a bien compris, de faire financer leurs campagnes électorales passées avec cet argent-là, avec l'argent de la pauvreté, avec l'argent de la misère, avec l'argent des armes. Eh bien, ce temps-là est révolu. La légende dit, ils sont riches, ils sont intouchables, ils sont sans foi ni patrie. Aux quatre coins de l'Europe, ils tissent implacablement la toile d'araignée de leur trafic immonde. Incités par l'appât de gains fabuleux, ils attissent haine et rancœur pour fournir ensuite aux hommes qu'ils ont déchaînés des moyens de s'entretuer. Mais une main se lève, couleur de ce sang qu'ils ont tant versé, une main justicière qui va frapper sans relâche, sans merci. La main rouge dissimulait l'action homicide des services spéciaux français. Entre 1956 et 1960, placée sous la direction de Constantin Melnick et sous la responsabilité du Premier ministre Michel Debré. Elle était alors vitale pour le gouvernement français, isolé diplomatiquement, de ne pas être désigné comme l'organisateur d'actions de guerre sur le territoire du pays ami. Les cibles visées étaient essentiellement les partisans du terrorisme algérien, les trafiquants d'armes amis du FLN. Partout où cela semblait nécessaire, y compris sur le territoire extra-nationaux, notamment l'Allemagne, la Belgique et la Suisse. Celui qui invente le mythe d'une organisation secrète autonome est un général né en Algérie en 1901, Paul Grossin, chef du SDE-CE. Le service de documentation extérieure et du contre-espionnage a été créé en 1946 et remplacé le 2 avril 1982 par la Direction générale de la sécurité extérieure. Il ne prend pas pour autant la fonction du deuxième bureau qui reste alors consacré au renseignement militaire traditionnel. Il se souvient d'un petit groupe pro-français de Tunis qui s'était baptisé Main Rouge au début des années 50 et monte toute l'opération d'intoxication. Les services français baptisent un organigramme, créent un état-major fictif et commencent à fournir à la presse des déclarations enflammées, revendiquant chacun des attentats. Dans le même temps, les mêmes services font semblant de tenter de saisir cette... Dans son livre Un espion dans le siècle, Constantin Melnick donne la parole à l'inventeur de la main rouge, le général Grossin. Chaque fois que nous tirons un coup de pistolet, les flics trouvent malin de rendre publiques les fausses identités que nous avons employées. Pour stopper les rumeurs qui, dès avril 1960, attribuent les attentats aux livres piégés aux services secrets. Ces derniers convoquent quelques journalistes bien intentionnés pour leur livrer des informations inédites sur la main rouge. Dans leur ouvrage, La piscine, les services secrets 1944-1984, Roger Faligot et Pascal Kropp expliquent que l'un des éléments essentiels de la manipulation prend, une fois encore, la forme d'un livre qui sera diffusé au mois de juillet 1960 par les éditions Nord-Sud. Il a pour titre La main rouge. La main rouge, c'est la machine à tuer des services secrets français. En 1950, les pays colonisés par la France sont en effervescence. Le Maroc, l'Algérie et la Tunisie veulent leur indépendance. Pour Paris, c'est hors de question, il faut absolument neutraliser tous ces mouvements nationalistes dans les colonies. Le pouvoir politique confie alors une mission aux services secrets français, utiliser la force et le terrorisme pour étouffer la rébellion. Ce groupe armé, piloté par Paris, va s'appeler la Main Rouge et organisera des opérations clandestines sanguinaires. La Main Rouge multiplie alors les assassinats politiques dans tous les pays du Maghreb. Cet escadron de la mort va emprisonner et torturer tous les indépendantistes. C'est une guerre à bas bruit. En Algérie, au Maroc, en Tunisie, les morts civiles se comptent par milliers.
Exécutions sommaires, attentats à la bombe, assassinats, enlèvements et torture. La main rouge vise tous ceux qui sont associés à l'indépendance et qui menacent l'empire colonial. Farhat Hached, le leader tunisien qui milite pour l'indépendance de son pays, sera assassiné par un commando. La nouvelle de ce meurtre déclenche des grèves et des manifestations dans plus de 15 pays. Finalement, quelques années plus tard, la Tunisie devient indépendante et Habib Bourguiba deviendra le premier président de la République tunisienne. Au Maroc, en 1953, la France pousse le roi Mohamed Ben Youssef à partir en exil parce qu'il soutient les mouvements d'indépendance. Et il reviendra au Maroc en 1956 lors de l'indépendance sous le nom de Mohamed V. En Algérie, c'est la naissance du FLN, le Front de Libération Nationale, qui marque en 1954 le début de la très sanglante et très longue guerre d'Algérie. C'est tout le monde arabe qui s'enflamme contre la France. On peut dire que le système colonial français est au bord de l'implosion. Il faudra attendre 2013 pour que le président français François Hollande ouvre les archives secrètes de ce terrorisme d'État qui a fait rage dans les années 1950 et qui est une tache sombre dans l'histoire de France.